Alors, donc 3 minutes de présentation. Ouais, on vous écoute. 3 minutes de présentation. Bon, bonsoir à toutes et à tous. Donc Valérie Pécresse considère que l'agriculture et l'alimentation n'est pas un sujet sectoriel, mais un vrai projet de société qu'elle porte dans son projet politique à part entière, avec bien entendu là aussi la question de la ruralité et de la place de la ruralité, dont l'agriculture est une des composantes, mais ce n'est pas le thème d'aujourd'hui, donc je reviendrai plus à la partie agriculture et alimentation. Donc Valérie Pécresse a été très imprégnée du fait que pour la première fois sur le mandat d'Emmanuel Macron, la France a décroché sur le plan agroalimentaire et a perdu sa souveraineté alimentaire. Le balance commerciale a été divisé par 2 sur la période. Nous sommes passés du mandat de François Hollande à aujourd'hui de 5 millions à 10 millions et demi de Français qui ne mangent pas à leur faim. Et donc, il faut se poser un certain nombre de bonnes questions. Donc, le programme que Monsieur Cos, nous ne vous entendons plus. Êtes-vous certain que vous n'avez pas désactivé votre micro par erreur? Non. Oh putain, là, ça va être impossible. Là, c'est bon. Donc, vous avez entendu à partir d'où, là? Parce que là, pour tenir quelque chose dans ces... Vous parliez du programme, vous alliez enchaîner sur le programme. Oui, mais vous avez commencé où, là? Vous en étiez où, là? Parce que, donc, le programme de Valérie Pécresse, c'est un programme de croissance de l'agriculture française. Et donc, en fait, l'inverse de ce que les députés de La Réunion et de l'AREM ont voté, y compris le président des jeunes agriculteurs, Jérémy De Serle, à Bruxelles, qui est le programme Farm to Fork, qui amène une décroissance encore complète de l'agriculture européenne et de l'agriculture française, et dans le même temps, une baisse des revenus, mais surtout une augmentation du prix payé par les consommateurs. Et donc l'inverse de ce qu'il faut faire. Et donc nous pensons qu'il faut une agriculture qui soit accessible à tous, qu'on garde la durabilité de l'agriculture qui est démontrée par tous les experts dans le monde. On a l'agriculture la plus durable du monde. Qu'on arrête de faire la leçon à tous les pays européens et à tous les pays mondiaux en expliquant qu'on va laver plus blanc que blanc et faire une agriculture qui soit en surtransposition de l'ensemble des règles européennes, et en attendant que les autres vont faire la même chose. Donc pour nous, c'est une agriculture qui repose sur à la fois pour un libre accès à l'alimentation, à la fois par plus de prix, avec notamment non pas les lois Egalim, mais la refondation du code du droit de la concurrence, pour permettre justement aux producteurs aussi de pouvoir s'entendre pour peser aussi face aux quelques acheteurs qui, eux, sont en entente illicite au travers des centrales d'achat, de créer aussi un choc de simplification avec la création d'un comité de la hache pour passer en revue à la fois les Juste pour vous prévenir. Comment? Il vous reste moins d'1 minute pour finir, s'il vous plaît. Oui, d'accord, mais enfin, vous ne m'entendez pas et vous me coupez tout le temps. Donc, je veux bien un comité de la hache qui arrête les surtranspositions européennes, d'avoir également un choc d'investissement qui permette d'avoir de l'innovation en matière d'agriculture, tant sur le plan numérique que sur le plan des NBT, de la place de la recherche, et qu'on avance pour avoir des plantes beaucoup plus résistantes au réchauffement climatique et autres, qu'on soit en capacité de stocker de l'eau, qu'on arrête aussi d'enlever des matières actives aux productions françaises sans avoir de solution en face, et qu'on ait un choc aussi pour permettre le renouvellement des générations, avec beaucoup de propositions autour du renouvellement des générations. C'est l'objet d'une question qui va venir, vous aurez l'occasion de développer. C'est super. Justement, comme vous parliez de numérique et de pas mal de choses qu'on va évoquer dans les questions suivantes, notre première question assez générale, vous allez pouvoir continuer sur la suite de votre propos comme vous étiez parti. On voudrait savoir sur quel modèle agricole principal, quelle vision se base le programme que vous défendez
pour l'avenir de Alors, le l'agriculture? programme que l'on défend, c'est arrêter cette modélisation de l'agriculture. Je pense qu'elle est plurielle. L'agriculture que je fais de conservation de sol en Corrèze, c'est pas forcément l'agriculture que l'on va faire dans des endroits comme la Bretagne ou ailleurs. Pas l'histoire de la conservation de sol, mais le type d'agriculture même. Donc, il faut qu'on arrête avec les modèles. Qu'on arrête, voilà, il faut qu'on retrouve la production, qu'on soit en capacité de stocker de l'eau, qu'on soit en capacité pour pouvoir à la fois dans le multi-usage de l'eau, avoir des usages autour de l'eau potable, des usages autour de l'industrie et notamment de l'énergie, qu'on ait des capacités aussi à maintenir l'étiage dans un certain nombre de nos rivières. Donc, ça veut dire être capable de stocker plus d'eau au moment où elle est surabondante pour pouvoir la relarguer quand on en aura beaucoup moins. Ça veut dire aussi qu'on soit en capacité de marcher sur nos deux jambes, c'est-à-dire à la fois la production locale et d'aller plus sur de la production locale que uniquement sur le bio tel que c'est prôné aujourd'hui dans les collectivités et par les lois Egalim, qu'on soit beaucoup plus sur du local, mais aussi sur la deuxième jambe qui est une capacité aussi à pouvoir exporter des produits, plutôt des produits finis, et donc d'avoir un équilibre entre tous les types d'agriculture que l'on connaît aujourd'hui et qu'on ne se spécialise pas forcément dans un modèle unique tel qu'on veut le faire aujourd'hui, parce que le modèle unique qui est prôné aujourd'hui, qui est celui de la décroissance et de l'élitisme simple, amène à ce qu'on ait 10 millions de Français qui n'aient pas accès à l'alimentation parce qu'elles deviennent très très chères. Et que le modèle que l'on défend, ce n'est pas un modèle où on va vers 100% d'agriculture bio ou toute l'agriculture bio, avec derrière une crise de surproduction et une incapacité pour les consommateurs d'acheter cette... Je vais vous demander de bientôt finir sur cette question, s'il vous plaît. Ça fait 2 minutes et on va passer à la suivante. J'ai terminé. C'est bon, vous avez terminé? Parfait. Excusez-moi, mais c'est qu'on doit vraiment tenir le timing. Les candidats suivants ont aussi des contraintes horaires. Donc, on voulait justement vous parler, vous parliez d'ancrage local. On voulait savoir, étant donné la population agricole qui est en forte diminution et une sorte de déprise agricole, on peut le dire dans certains territoires, qui est déjà existante, et les enjeux de sécurité alimentaire que vous avez évoqués, comment est-ce que vous anticipez le départ à la retraite de la moitié de la population agricole d'ici 5 à 10 ans? On n'est pas tout à fait sur ces chiffres-là. Nous, on pense... 50% de la population qui a plus de 50 ans aujourd'hui. Bon, très bien. Si on est pressé, je vais vous faire une petite réponse assez courte sur le sujet. Nous, on pense qu'effectivement, quand on regarde la Grèce et les derniers recensements, qu'en fait, la disparition du nombre d'agriculteurs diminue proportionnellement. Et on pense que d'ici 10 ans, on arrivera quasiment, si on tient une agriculture productive, si on ne met pas des boulets à la patte en permanence aux agriculteurs français par rapport aux autres, qu'on arrête l'agribashing parce qu'on a un certain nombre de mesures en la matière, et bien qu'on redonnera confiance dans l'agriculture et qu'on sera à une installation pour un départ dans 10 ans où, avec les salariés qui seront sur les exploitations, la capacité de maintenir, même d'avoir développé les actifs agricoles sur notre territoire. Et donc, nous, les mesures que l'on propose, c'est à la fois l'exonération des droits de succession lorsqu'on est sur l'outil de production type familial comme les exploitations agricoles, les artisans ou les commerçants. C'est aussi l'exonération de la fiscalité sur les plus-values lorsqu'on est en cadre familial. Mais c'est aussi de mettre en place pour le cédant qui cède progressivement son exploitation des droits et des points retraite supplémentaires qui lui permettent d'avoir des revenus un peu plus décents, d'avoir aussi, dans le cadre de la réforme des retraites, eh bien, plus de retraites qui soient inférieures au SMIC, et donc aussi d'améliorer l'ordinaire de beaucoup d'agriculteurs qui vont céder leur exploitation et la céder de manière un peu plus
un peu plus progressive. C'est aussi des outils, la Banque des jeunes que propose Valérie Pécresse pour permettre des outils de financement aussi sur les jeunes, des outils de portage du foncier et notamment de permettre aussi d'avoir un meilleur contrôle des successions sur les parts de société pour aussi permettre à l'agriculture de pouvoir continuer à exercer. C'est aussi d'éviter que le foncier se délapide et notamment par l'agriculture de plaisance qui est celle qui aujourd'hui amène à ce qu'un agriculteur vende ses bâtiments avec beaucoup de foncier et qu'on stocke du foncier qui ne sert plus à l'acte de production, mais plus à de l'agriculture de plaisance sur des gens qui ne sont plus vraiment agriculteurs. Donc, c'est un ensemble de mesures qui permet à arriver à une installation pour un départ au quasiment à l'horizon des 10 prochaines années. Ok, très bien. Super. Merci beaucoup, Monsieur Coste. Étant donné donc le retard avec lequel vous êtes arrivé et du coup les contraintes qu'on a pour les candidats suivants, ce qu'on va vous proposer, c'est que le reste des questions qui sont préparées et communes à tous les candidats, nous vous les envoyons et que vous y répondiez en vidéo qui seront publiées en même temps que les autres, histoire de pouvoir privilégier les questions du public, si ça vous va, pour les dernières minutes qui nous restent. Oui, ça veut dire qu'encore une fois, tous les autres auront du temps de parole. Parce que non, parce que de toute manière, en fait, et que nous, on est encore ostracisés sur le sujet, quoi. Non, je suis vraiment navrée, mais en fait, là, il est déjà 40. Donc, on aurait dû passer. Je suis vraiment navré, moi aussi, mais moi, j'aurais eu 5 minutes et les autres auront 20 minutes. Ce qu'on va faire, c'est que vous allez pouvoir. On va vous rappeler. Et dans des conditions inacceptables. Pas de vidéo, pas de machin, pas de capacité. On va faire des vidéos avec les réponses de chaque candidat et candidate, enfin, chaque représentant aux différentes questions qui sont préparées, qui vous ont été communiquées à l'avance. Et elles seront diffusées sur tout le réseau et à tous nos auditeurs et auditrices. Et ainsi, vous saurez. Non, mais là, moi, je ne suis pas un là, je vais poser les questions du public, monsieur, et je suis désolée, mais il faut absolument que nous continuions, sinon nous n'aurons pas l'occasion d'avoir. Oui, mais j'ai bien compris. Je comprends qu'en fait, donc, la question on aurait dû prendre le créneau plus tard. Monsieur, vous perdez du temps. La question suivante est, compte tenu de l'importance du secteur agroalimentaire, tant pour le commerce extérieur que pour le pouvoir d'achat des Français, quel développement ou forme de développement le pouvoir politique auquel vous aspirez peut-il donner à ce secteur? Et la valeur aujourd'hui, à partir du moment où on redonne des gains de productivité à l'agriculture, on est dans l'augmentation du revenu et pas dans l'augmentation des coûts des productions. Donc ça, c'est la grosse différence avec ce que l'on connaît jusqu'à aujourd'hui, où on augmente le coût, les charges et l'ensemble des charges, des contraintes des agriculteurs, la suradministration qui amène à ce que les produits coûtent beaucoup plus cher et qu'on ne soit pas compétitif par rapport aux autres. Quand le coût de la main-d'œuvre est remboursé 15% sur les fruits et légumes en Espagne, nous, on est à taux plein, parce qu'ils n'ont pas de SMIC sur le sujet. Quand nous, on n'a pas le droit d'utiliser le plastique, ils vont l'embadem pour sur les légumes, ils ont le droit. Donc, les Françaises amènent à ce qu'on ait une alimentation qui coûte beaucoup plus cher à produire et donc qui coûte beaucoup plus cher aux consommateurs. Donc, nous, on veut réinverser cette tendance pour qu'on puisse retrouver du revenu. Et il faudra aussi qu'on soit en capacité d'expliquer aux consommateurs la juste part d'alimentation dans le budget des ménages. Parce que ce qui pose problème aujourd'hui, notamment en termes de pouvoir d'achat, c'est la place du logement, parce que le logement coûte énormément cher, et notamment le couple loyer-charge. Et du coup, les autres biens de consommation prennent de la place, notamment le numérique et autres, et on retrouve l'alimentation comme une variable d'ajustement. Et donc, c'est réinversé de par la globalité du programme que propose Valérie Pécresse, qui n'est pas que lié à l'agriculture, sur les autres mesures de pouvoir d'achat, de réaugmenter les salaires aussi, parce qu'elle est la candidate de la fiche de paye, que l'on remet aussi dans l'éducation, que l'alimentation a un juste prix et qu'elle a une part qui est aujourd'hui trop faible dans le budget des ménages. Donc, on joue des deux côtés et on n'a pas uniquement une vision élitiste où on va faire manger 90% des Français demain qu'avec de la production bio. Qu'on ait des productions à grande valeur ajoutée, à grande qualité, oui, mais il faut être capable aussi de produire pour monsieur tout le monde et pour la bourse de monsieur tout le monde. Et donc, c'est ce modèle-là, c'est cette modélisation-là
des politiques publiques que l'on veut conduire pour qu'on rééquilibre le pouvoir d'achat en faveur de l'alimentation. Merci beaucoup pour votre réponse, c'est très clair. On a une autre question beaucoup plébiscitée par le public et ce sera là-dessus qu'on finira avant de vous proposer de se revoir pour tourner les vidéos et les réponses qui seront diffusées sur les réseaux. Il y a une personne qui vous demande de clarifier ce que vous appelez croissance ou décroissance de l'agriculture. Est-ce qu'il s'agit de la croissance des produits ou du revenu des agriculteurs ou des revenus totaux générés dans toute la filière? Enfin, il voudrait que vous puissiez vous exprimer davantage sur ce que vous appelez croissance et décroissance de l'agriculture. Aujourd'hui, la décroissance de l'agriculture, c'est que l'agriculture française produit de moins en moins et que on perd des parts de marché partout parce qu'on se met des fils à la patte et que le coût de production d'un litre de lait en France est bien supérieur à ce qu'on peut faire en Allemagne et ce qu'on peut faire dans d'autres pays. Et donc, lorsque des distributeurs ou autres, soit sur le marché local, soit sur le marché international, eh bien, ont le choix, eh bien, ils laissent la production locale. Et on le voit notamment avec Egalim, où un certain nombre de transformateurs n'ont pas voulu contractualiser avec la grande distribution. Eh bien, aujourd'hui, au lieu d'acheter des confitures ou des produits faits en France, eh bien, on va les importer, soit des pays tiers, soit d'autres pays européens. Tout ça parce que eh bien, les hausses de coûts de production, les hausses liées aux coûts de production ont pas été, et aux revenus des agriculteurs derrière n'ont pas été prises en compte. Donc, il faut véritablement qu'on puisse jouer dans la même cour que tout le monde et qu'on arrête les surtranspositions et toutes les règles qui viennent nous amener des coûts supplémentaires. Je vais vous prendre un exemple. Lorsque dans mon élevage, je passe en zone vulnérable sur mon territoire parce qu'on a imposé une règle à 18 mg d'azote en France, alors que la norme européenne, elle est à 50, eh bien, je me crée 30 000 € de charges supplémentaires pour faire exactement la même production demain. Tout ça parce que j'ai couvert des aires d'exercice et j'ai zéro effet sur l'environnement parce que les sources où on a fait les analyses et qui amènent la zone vulnérable, elles sont au moins en dénivelé à 150 mètres d'altitude supérieure à l'exploitation dont je vous parle. C'est ça la réalité. Et donc, on se crée et on se met des boulets à la patte. Et donc, forcément, mon coût, mon prix de revient, eh bien, il est supérieur au voisin qui n'est pas dans la même catégorie. Donc, il faut qu'on arrête des surtranspositions et ce qui permettra effectivement de retrouver des niveaux de production, de garder le niveau de performance et d'excellence que nous avons aujourd'hui et de retrouver. Vous savez, qui aurait imaginé il y a même 6 mois que le nucléaire s'inviterait dans une campagne présidentielle? Eh bien, on voit bien qu'aujourd'hui, Valérie Pécresse l'a posé dans sa campagne très tôt. On a un certain nombre de candidats au régional l'avoir posé dans nos programmes régionaux. Eh bien, on voit bien que la table a été renversée et qu'aujourd'hui, le sujet du nucléaire, eh bien, se réimpose à tous et qu'on sait bien qu'avec la crise énergétique et l'indépendance qui est la nôtre et la décarbonation de la société, eh bien, il faudra faire ça. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la société va peser peut-être beaucoup plus fort que les quelques bobos et bien-pensants qui font aujourd'hui la bienséance agricole et sociétale, et qu'au final, l'acceptabilité sociale d'un certain nombre de choses, tant sur le plan de l'autonomie alimentaire et de l'autonomie énergétique viendra. Et dans une présidentielle, lorsqu'il y a 30% de gens qui ne vont plus voter, on est à 10 500 000 habitants sur 67 ou 68 millions en France qui ne mangent plus à leur faim, il faut arrêter les discours boboisants, bien pensants, et penser aussi à toutes celles et ceux qui souffrent.